est 19h45. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. Une date 2 juin 2020, un événement. Les transports routiers interurbains sont remis en circulation. Une reprise de service autorisée moins soumise au respect strict des mesures barrières. Un reportage à suivre en début d'édition. Les infrastructures vertes sont essentielles dans la lutte contre les changements climatiques. Elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie assise sur la croissance écologique. On en parle dans un instant. Le sel alimentaire ou le sel de cuisine, il se présente sous différentes formes, indispensables pour la santé certes, mais sa production est très difficile pour le respect de l'environnement. Des producteurs optent pour la méthode écologique. À nouveau, bonsoir, chers téléspectateurs. Après un peu moins de 2 mois, les parcs de véhicules de transport en commun ont été inactifs. Heureusement, depuis le 2 juin dernier, le gouvernement autorise désormais bus et minibus à retrouver de nouveau les artères de Cotonou et environ. Mais sous condition, il faut respecter la distanciation sociale, le port obligatoire de masques de protection ainsi que d'autres mesures barrières contre le coronavirus. Ces conditions sont-elles totalement respectées par conducteurs et passagers? Une chose est certaine, le tarif n'est désormais plus le même. C'est ce que nous rapporte notre équipe de reportage conduite par Rodrigue Babagueto. Sur ce parc de stationnement des véhicules de transport en commun communément appelé Tokpa Tokpa, c'est désormais la vie qui reprend après 2 mois d'inactivité. Depuis que le gouvernement nous a autorisé la reprise, ça a pris, mais pas tellement. Le parking est un peu désert. Une reprise lente sous fond de respect des mesures barrières dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis ce 2 juin, le contrôle est désormais très accentué. Il faut respecter les consignes du gouvernement. Chaque chauffeur qui charge, on leur dit le masque, système de distanciation, 2 mètres, et se laver les mains. Pourtant, dans certains véhicules, rien de changé concernant la distanciation sociale. Au sein des passagers, l'on apprécie diversement les conditions fixées par les chauffeurs à tout client. Au niveau du paiement, d'habitude on payait 250 francs. 250 francs, maintenant c'est 300 francs qu'on paie. Jean-Baptiste est chauffeur dans cette compagnie de transport. Ici, les guichets sont encore fermés. Pas de reprise sous pression. On prend le temps de régler tous les détails pour le confort des passagers. Vraiment, nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents de reprendre les activités. Bon, désormais, pour entrer dans ce bus, auparavant, le bus prend 50 places. Mais vu les mesures des gestes barrières, nous sommes obligés de prendre une personne par siège. Bon, par exemple, si un passager est assis ici, nous sommes obligés de sauter le siège qui suit et mettre l'autre passager de ce côté. Pour le patron de la compagnie, la distanciation implique forcément l'augmentation du coût du tarif. Nous servons plus l'international que le national. Mais vu que les frontières restent toujours fermées, on a décidé de faire le national. De commencer la ligne Cotonou-Malanville, on a les retours tous les jours. Et d'ici la semaine prochaine, on a envisagé de modifier les prix à 18 000 francs, les billets. Si par exemple, avant les billets étaient à 12 000 francs pour Malanville, et vous faisiez les pleins, vous arrivez quand même à vous en sortir, excusez-moi. Vous allez payer les carburants, les frais de route et tout. Et maintenant, si les nombres changent, il faut que les prix changent. Maintenant que le transport en commun est autorisé au sein du pays, les compagnies de transport internationales espèrent aussi voir les frontières ouvertes sous peu.
Nous parlons toujours coronavirus. Le continent africain comptait à la date du 2 juin 2020 153 325 cas confirmés de coronavirus. Le virus a déjà coûté la vie à 4 356 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Les pays les plus touchés par l'épidémie sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, les bars, les hôtels, les lieux de culte et les écoles sont autorisés à rouvrir leurs portes. Au Sénégal et en Ouganda, en revanche, l'ouverture des écoles est reportée. Pendant ce temps, en Guinée équatoriale, les autorités exigent le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé dans le pays. Elle est accusée d'avoir falsifié les données des personnes contaminées par le coronavirus. À Madagascar, le coronavirus a relégué au second plan d'autres maladies plus récurrentes, moins atypiques, à commencer par le paludisme. Le mois de mai a été marqué par une forte augmentation des foyers d'épidémie de paludisme. Pour les spécialistes, la hausse du nombre de cas de personnes infectées est en partie imputable au Covid-19. À Madagascar, en temps normal, le pic de transmission du paludisme a lieu entre mars et avril. En mai, donc, avec la chute des températures, la courbe des nouveaux cas devrait théoriquement baisser. Pourtant, cette année, plusieurs districts enregistrent encore une augmentation du nombre de cas, et ce même dans des endroits habituellement épargnés. Nous revenons au Bénin pour vous parler d'un sujet spécial. Autre solution pour lutter contre le changement climatique, c'est d'investir dans les infrastructures vertes. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les collectivités à réduire leurs empreintes carbone et à augmenter leur résilience au changement climatique. Cela permet d'ailleurs de préserver la santé publique. Jules Akwekou, Amandine Aniabossou. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale,
et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Merci à vous, Amadi Ndiaboussou, pour ce reportage. Le sel est un nutriment utile qui permet de ressortir la saveur d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de fabrication de ce nutriment utile, une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du sel. Flavien devant nous, un environnementaliste, nous parle des avantages de cette méthode modernisée. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, et utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre cette édition d'information sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.